Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et je suis aujourd'hui avec Juliette. Bonjour tout le monde. Et nous avons lu Le grand livre du féminin sacré de José-Anne Sarrazin-Côté, paru en 2019 aux éditions Marabout. Alors juste comme contexte, il faut dire que d'habitude on lit un livre qui a fait l'actualité. Là, c'est pas tellement ce livre en particulier qui a fait l'actualité, c'est plus le concept du grand féminin sacré, enfin du féminin sacré, et plus généralement cette tendance qu'il y a dans l'édition pour ce mix entre ésotérisme et développement personnel, et en même temps quelque chose d'un peu féminin, genre sorcière. Il se trouve que je t'ai proposé aussi cet épisode, Juliette, parce que l'épisode précédent, c'était sur Sorcière de Mona Chollet. Et en fait, un des trucs qu'on se disait avec Louis, c'est que elle parle pas du tout justement des sorcières actuelles. Donc, c'était l'occasion de parler des sorcières plus actuelles avec José Anne. Est-ce que toi, t'as déjà lu un peu des livres comme ça, genre ésotériques, de développement, enfin ouais, c'est un peu des trucs de sorcières. Non, pas du tout. C'est la première fois que je lisais un livre de développement personnel / ésotérisme. Les occurrences que j'avais eues avec ce monde-là avant, c'est un peu particulier, c'est Méta de choc. Ouais, Le c'est ça, moi podcast. aussi. Du coup, toi et moi, on est deux auditrices assez ferventes de Méta de choc. Et puis, la deuxième chose que je prends pour preuve de la mode actuelle, de l'ésotérisme et de la sorcellerie moderne, entre guillemets, c'est mon courrier international qui, cette semaine, était consacré aux sorcières modernes. Et j'ai appris plein de choses. Pour préparer cet épisode, j'ai essayé d'être sérieuse cette fois-ci, et donc j'ai aussi lu un essai sur le sujet c'est un essai de Thierry Jobard qui s'appelle Je crois donc je suis, et c'est un essai sur le grand bazar des croyances contemporaines. Donc justement enfin tu vois, quand tu vas en librairie, souvent tu as un petit corner dédié à ce mouvement qui est à mi-chemin entre le développement personnel et les nouvelles spiritualités. Et je voulais juste te lire un passage pour donner un peu le contexte de ce livre qu'on a lu, et puis donner aussi aux auditeurs le contexte. Les éditeurs ont de loin flairé l'aubaine, les maisons spécialisées dans le domaine certes, mais aussi d'autres plus généralistes au départ, et d'autres encore créées pour l'occasion. Un grand cru, voilà pour l'ésotérisme en 2021, comme l'annonce Livre Hebdo. Et de poursuivre, tous les éditeurs sont unanimes, l'année 2021 a été exceptionnelle pour le secteur. Mieux encore, l'année a été très bonne pour toutes les maisons qui enregistrent des croissances à 2 voire 3 chiffres. Marabout, de son côté, fait feu de tout bois entre ses collections poche ésotérisme, les petits livres d'ésotérisme, un titre par mois depuis 1 an et demi, le pouvoir des pierres, les petits cahiers de sagesse ancestrale, voire loisirs et culture générale, avec des titres comme Le guide des animaux totems pour les débutants ou Le grand livre marabout des arts divinatoires qui nous ferait douter du sens de l'expression culture générale. Bon, Thierry Jobard est un peu sarcastique pendant tout cet essai, mais il donne en fait le contexte de ce qu'on a lu, qui est une grosse demande finalement, quelque chose qui marche vachement bien, qui est, disons, cet ésotérisme qui est là un peu pour répondre à nos problèmes intérieurs, quoi. Et moi, quand je t'ai proposé ce livre, je me suis dit ça allait être marrant, tout simplement parce que ça allait nous proposer des petites potions, ça allait nous dire comment lire des tarots, parce que ça s'appelle Le grand livre du féminin sacré, recettes sacrées, oracles et tarots, méditation cristaux. Et moi, si j'ai bien un truc que j'aime, c'est les livres de recettes. Moi, je m'attendais vraiment à un truc assez pratico-pratique, en fait, tu vois. J'étais à peu près dans dans la même idée, et quand tu lis le sous-titre que tu viens de dire, recettes sacrées, etc., c'est exactement ça. Je m'attends à savoir comment lire un tarot, faire plusieurs méditations guidées, quel type de cristaux correspond à quoi. Et c'est quelque chose où je partage pas cette spiritualité-là, mais je suis toujours curieuse de vouloir en savoir plus, pourquoi pas. Pourquoi pas justement apprendre de cette spiritualité-là, de quelqu'un qui a cette spiritualité-là, comment faire une lecture divinatoire de tarot. Ce que je ne sais toujours pas faire, par ailleurs. Bah oui, parce que moi je suis quelqu'un de très sceptique,
et totalement athée, pas du tout spirituelle. Mais s'il y a bien une chose que j'aime, c'est qu'on me tire les cartes du tarot. Et c'est un plaisir, voilà, ça permet aussi de parler de tes problèmes à quelqu'un qui est soit une amie, soit quelqu'un que tu connais pas bien. Enfin, peut-être juste pour en préambule à notre critique, toi et moi, on est plutôt athées, on n'a pas une énorme spiritualité ni l'un ni l'autre, si je me trompe pas. Pas du tout, je suis Ok. athée, je suis issue d'une famille catholique, on va remettre ça dans le contexte parce que bah, du coup j'ai fait du catéchisme et ce genre de choses, mais je suis profondément athée. Voilà, et moi, je suis juive, et ce qui est sympa avec le judaïsme, c'est que tu peux être juif et athée, et c'est mon cas. Je suis pas très pratiquante en plus, mais j'ai vraiment zéro spiritualité. Je crois pas en une certaine forme de transcendance. Par contre, j'aime bien les traditions, tu vois, les recettes. Et donc, c'est pour ça que j'étais peut-être assez ouverte d'esprit sur ce sujet, et c'est pas du tout une entreprise un peu en mode méta de choc. Mais, et c'est peut-être la première critique que je ferai de ce livre, c'est que c'est une soupe idéologique. Elle n'arrête pas de se répéter sur à peu près les mêmes sujets pendant tout le livre, et c'est vraiment très porté sur une certaine forme d'idéologie et de description de ce que serait une sorte d'essentiel féminin et comment le retrouver, et le fait que quand on s'écarte de cet essentiel féminin, et ben on va être malheureuse. Mais c'est très, quand je dis soupe, c'est très genre répétitif et tout est dans tout. Il y a une structure, il y a des chapitres, mais t'as l'impression de relire le même chapitre encore et encore. Un truc que tu m'as dit qui était assez rigolo, c'est que c'est vrai que c'est un article de blog sans fin. C'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que il y a une structure, il y a des encarts, il y a des voir page 54 comme si c'était un hyperlien sur lequel on pouvait cliquer. On voit vraiment que c'est une personne qui a été trouvée sur internet par un éditeur, qui s'est dit que possiblement il pourrait en sortir un livre, et qui est une personne qui du coup a été accompagnée dans l'écriture, mais de manière assez superficielle, je pense. Juste un point, c'est que c'est un livre, donc c'est aux éditions Marabout, et c'est assez classique des éditions Marabout. Il y a plein d'images, il y a plein de photos. Et les photos, c'est un truc que, c'est marrant, c'est ta mère qui te l'a dit. Ouais, Mais je m'en étais c'est pas rendu compte. en fait, donc petite anecdote, maman, si tu écoutes ce podcast, spécial dédicace pour toi. Ma mère a vu ce bouquin puisque je l'ai emmené chez mes parents en vacances, et elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu lis?» puisqu'elle est curieuse et qu'elle est une grande lectrice. Je lui ai donc expliqué ce que c'était que Torchon et que pourquoi on faisait ça, et elle a feuilleté le bouquin et elle m'a dit: «Ouais, mais tu te rends compte, il y a pas toutes les femmes dans ce bouquin». Et quand on feuillette, c'est une imagerie très Pinterest, Instagram, avec un filtre d'ailleurs qui est, le filtre, quasiment sépia de Instagram. Ce ne sont que de jolies jeunes femmes, blanches majoritairement, maquillées naturellement, sourcils parfaitement apprêtés. Ça donne une image de la féminité qui correspond pour moi au fond du propos. Ça fait un peu penser à l'esthétique Instagram boho chic de 2014. Donc c'est quand même un beau livre, je trouve l'édition quand même pas mal réussie, à ce truc près qu'il n'y a que des femmes jeunes, blanches, fines. Alors que le livre dit à un moment, il faut respecter toutes les étapes de... Il y a quand même tout un passage sur la vieillesse, la figure de la crone. C'est très genre, être vieille, c'est bien. Par contre, il n'y aura pas de photos de femmes vieilles dans ce livre. Ce que je te propose, c'est on va reprendre la structure du livre. Donc le livre est en 4 parties. La première partie est sur les origines d'une harmonie brisée. C'est un peu montrer le problème aujourd'hui. Ah, c'est quoi le problème des femmes aujourd'hui? Pourquoi on fait un livre sur le féminin sacré? Et un truc qui m'a vraiment marqué dans ce livre, enfin dans cette partie-là, c'est l'aspect où elle va faire référence à une histoire primale de l'humanité. C'est-à-dire que avant, les hommes et les femmes vivaient en harmonie, les femmes étaient bien reliées à leur féminin sacré. Puis, alors c'est rigolo parce qu'elle pointe du doigt très spécifiquement Jésus et le catholicisme, enfin le christianisme et le catholicisme en particulier. Jésus est arrivé à foutre la merde dans tout ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a des progrès qui sont faits d'un point de vue politique et tout ça. Non, en fait, on revient à une certaine forme de, j'allais dire pas de primauté, ouais, si, de prime. Enfin, on revient à un humain primal, à un, Ouais. à un ordre primal des choses,
mais c'est encore en cours et grâce à ce livre, on va revenir à une certaine forme de tradition ancestrale. Oui, et d'ailleurs, c'est drôle parce que cette tradition ancestrale, on ne sait pas vraiment quand la mettre, parce qu'elle parle de Mésopotamie ancienne, mais on pourrait se dire, ouais, bah, on revient à la tradition des Grecs, les femmes sont pas citoyennes. On pourrait revenir à d'autres cultures anciennes. Tout n'était pas bon dans l'ancien. C'est pas parce que c'est ancien que c'est bon. L'idée d'un matriarcat ancestral Ouais. qui n'a jamais été prouvé, mais on se dit ah mais en fait avant c'était les femmes qui avaient le pouvoir, mais les hommes ont pris le pouvoir et maintenant c'est la merde. Mais donc finalement il y a un côté très conservateur, un peu réac, tu vois, genre ah mais en fait tout ce qu'on est en train d'accomplir aujourd'hui, ce n'est qu'un retour à la tradition, quoi. Ça peut pas être la solution de tout que de simplement se concentrer sur une espèce de société rêvée dans le monde des idées. Et on peut retrouver une communauté de femmes ou de personnes concernées sans vouloir forcément le lier à un espèce de passé parfait, comme si c'était le mythe du bon sauvage sur lequel on revenait. Avant, tout était parfait pour les femmes. Non, 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 non. Après, là, on est là avec notre petite casquette de sens critique. Là, on est là, alors, mais d'où elles sortent toutes ces histoires-là. Mais elle nous le dit, hein. Elle dit à un moment à propos d'une femme, Nidaba n'existe dans aucun ouvrage officiel. Je sais cependant que son histoire est vraie. C'est en moi. Je connais cet héritage et il me suffit de me connecter à mon cœur pour que les mots coulent d'eux-mêmes sans que j'aie à chercher ou les inventer. Donc c'est littéralement de la fiction, elle l'assume, mais c'est de la fiction qui est vraie parce qu'elle le sent dans son cœur. Il y a un autre passage où elle dit sur la chasse aux sorcières, pour ma part, dans mes tripes, mon ADN et mon âme, je penche vraiment de son côté. Donc elle rapporte que durant les siècles de la chasse aux sorcières, près de 13 millions de femmes ont été exécutées. Et j'ai noté dans la marge, j'y crois car j'ai mal au ventre. Et il se Oh, trouve c'est que dur. mais il se trouve que c'est parfois comme ça qu'on réagit à des choses. Parfois, on croit à des choses parce que ça nous fait mal, tu vois. Enfin, mais elle est très claire, elle nous le dit que ses sources, c'est son ressenti. Donc nous, on est là genre, oui, ton ressenti, on en a rien à foutre. Mais enfin, il se trouve que c'est comme ça que ça marche, ce livre. Soyons très clairs Oui, avec les auditeurs. voilà. Du coup, à partir de là, ça installe bien le contexte du bouquin. On va parler d'instinct, on va parler de gut feeling. Et effectivement, bah, il y aura pas de, il y a pas de source. Moi, j'ai mis des post-it partout dans le bouquin et je crois que j'en ai au moins une dizaine qui sont sources, point d'interrogation. Le truc, c'est que je pense qu'on va pas faire une entreprise de débunkage, quoi, du Non. debunking. Je sais pas du tout comment je vais le dire en français, mais voilà, bref. On va pas commencer à prendre chaque élément en disant ah mais ça c'est faux ou ça où sont les sources, enfin tu vois. Mais c'est clair que elle ne cite aucune source à part et c'est très drôle. Mona Chollet et son livre Sorcière. Ouais. Donc voilà. J'espère que Mais Mona Chollet est fière d'elle. Et et d'ailleurs, elle la oui, cite vas-y. pour ensuite dire oui, mais je suis plutôt du côté de Lisa Lester, qui est elle une coach de vie ésotérique, etc. Et pour dire Mona Chollet avait peut-être raison, mais Lisa Lester a plus raison. Et donc, parfois, il y a des passages où elle dit la tradition, ou parfois elle dit, à l'inverse, la religion. Et je pense que là, tout de suite, il faut qu'on fasse une définition rapide. La religion, c'est la religion organisée, et c'est le catholicisme dans son cas, parce que Josiane Sarrazin-Côté est québécoise, donc ils sont catholiques au Québec. Et à l'inverse, la tradition, c'est une forme de spiritualité un peu molle, sans réelle structure. Donc ça, c'était un peu le premier point qui est un peu désagréable à propos de ce livre, c'est le côté où le progressisme est conservateur et le conservateur est progressiste. Et donc, finalement, il y a un rapport très conservateur à un propos qui est finalement assez féministe, qui est il faut que les femmes reprennent leur place dans la société, non pas parce que c'est juste et c'est une faire preuve d'égalité, non, c'est parce qu'en fait, la tradition veut que les femmes soient égales à l'homme. Ce C'est ça. qui, malheureusement, reste toujours à prouver, enfin, que ça soit une tradition. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit une très grande tradition, en effet. Alors, parlons de nature.
le deuxième chapitre s'appelle Revenir à sa nature cyclique et fait référence à la roue de l'année, au cycle lunaire, au cycle des saisons. Et elle fait une sorte de grand parallèle entre le cycle des saisons, les cycles lunaires, tout ça, avec le cycle menstruel, et notamment le fait de se reconnecter à ces cycles menstruels. Et à cause de cette importance qu'elle donne au cycle menstruel, et bah forcément, elle se sent obligée. Et c'est peut-être le seul moment où elle est vraiment genre vent debout, parce que le reste du livre est très mou. Elle n'a pas forcément des grandes convictions sur quoi que ce soit. Le seul moment où elle a quand même des grandes convictions, c'est sur la pilule contraceptive. Alors, c'est logique qu'elle en parle. Ce que je veux dire, c'est que, comme tu dis que il faut se reconnecter à la nature et il faut se reconnecter au cycle de la nature, forcément. Parler de justement un produit qui t'empêche d'avoir ces cycles-là, ça me paraît assez logique. Je vais peut-être lire un passage. Alors, notre cycle est donc le siège de notre sagesse, de notre potentiel. Si vous n'en profitez pas et l'ignoriez, non seulement vous passeriez à côté de quelque chose qui changerait votre vie, mais en plus vous vous feriez du tort. Pendant la seconde moitié du cycle, notre corps, notre âme et notre cœur nous parlent, nous envoient des messages très clairs. Si on choisit de les négliger, ils ne manqueront pas de réapparaître dans notre vie, soit par le biais de douleurs physiques pour attirer notre attention et nous forcer à ralentir, soit par l'intermédiaire de problèmes et de drames pour nous forcer à écouter le message et à y faire face. Si on ne prend pas pleine possession de nos pouvoirs, et ce particulièrement en phase prémenstruelle, ces derniers peuvent se transformer en négatifs. Règles douloureuses trop abondantes, irrégulières, syndrome prémenstruel trop intense et sentiment que l'on devient folle, mais non, loin de là. Là, c'était le passage vraiment sur le fait de juste ignorer son cycle indépendamment de la pilule. Et ensuite, elle dit, sur la pilule en particulier, loin de moi l'idée de m'ériger en juge, ce n'est de toute façon pas mon genre. Chacun fait ses choix et vit sa vie, mais je suis ici pour vous parler et vous livrer les outils qui vous permettront de prendre votre propre décision. Si vous êtes sous pilule contraceptive, je vous demande juste de lire les prochains paragraphes. La pilule crée un cycle artificiel et empêche le corps de fonctionner normalement, comme il sait pourtant si bien le faire. Si elle déconnecte complètement de notre intuition, elle nous déconnecte complètement de notre intuition et de notre sagesse féminine pour l'endormir, voire l'éteindre. Certes, elle vient amoindrir les effets plus négatifs du cycle afin qu'il se fonde mieux dans notre société masculine et ne dérange pas, mais ces mêmes effets s'amoindriraient d'eux-mêmes si on se donnait la peine de laisser l'espace de notre cycle et à notre rythme. Alors j'ai plusieurs choses à dire sur le sujet. Le premier, c'est notre corps fait si bien les choses. Non. Il se trouve que notre corps fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, mais je pense que cette idée centrale dans tout ce qui est un peu l'ésotérisme, nature, retour à la nature, c'est que on a un corps qui est parfait, qui se comporte vachement bien, et que si il ne se comporte pas bien, c'est nous qui artificiellement avons fait quelque chose qui l'empêche de se comporter de manière naturelle. Mais oui, complètement. Et puis, c'est un propos qui est très, très excluant pour les personnes qui ont, bah, justement, elle parle des règles douloureuses, irrégulières, avec un SPM très intense. J'ai personnellement un SPM très, très intense. Je pense pas que mon corps fasse les choses super bien, hein, vu l'état dans lequel il me met. Oui, et elle te rejette la faute sur toi, Juliette. Mais c'est ça. Parce qu'elle dit, en fait, si tu as des règles douloureuses trop abondantes et si tu as l'impression de devenir folle, c'est parce que tu n'as pas pris pleine possession de tes pouvoirs. Et ce qui m'énerve, c'est que, enfin, m'énerve, je ne sais pas, ce qui me dérange aussi, c'est que c'est mélangé à un autre constat qui pourtant lui est très vrai, c'est que on n'accepte pas qu'effectivement, il y ait des changements hormonaux qui peuvent influer sur notre humeur, sur notre intelligence, sur plein de choses. Ça, je l'accepte complètement. On a effectivement des changements hormonaux, mais en même temps, c'est mélangé avec on n'accepte du coup pas notre cycle naturel, du coup on n'accepte pas comment vont les choses, du coup on empêche le cycle naturel, du coup c'est notre faute. Ça n'est jamais de votre faute. Pitié, pitié, arrêtons de rendre, de culpabiliser les femmes qui ou les personnes avec des règles qui justement, en plus d'avoir des règles douloureuses, doivent se sentir coupables de ne pas assez écouter leur cycle ou de ne pas assez être en phase avec leur déesse intérieure au moment de leur cycle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est horriblement culpabilisant.
Et donc, c'est culpabilisant si t'as mal, et si tu décides d'en prendre soin de manière radicale, comme c'est mon cas, c'est-à-dire que moi, je prends ma pilule contraceptive en continu, ce qui fait que je décide un peu quand j'ai mes règles, et c'est même pas des règles, c'est des saignements, bref. Comment dire, dans cette lecture, ce qui s'est passé, c'est que j'avais jamais vu ma pilule comme ça, et je m'étais jamais posé la question dans ces termes-là. Et le truc, c'est que ça m'a pris un peu 5-10 minutes de me dire, non, mais en fait, c'est une solution qui me convient. J'ai pas l'impression de passer à côté de ma vie parce que de temps en temps, j'ai pas mal alors que d'habitude j'aurais mal, quoi. À l'inverse, j'ai l'impression que ça me permet de vivre plein de trucs parce que je ne suis pas au fond de mon lit à avoir mal au ventre, tu vois. Et donc, c'est marrant parce Ouais, que, ah, t'as mal, c'est de ta faute. T'as plus mal, c'est de ta faute aussi. c'est Et ça. De toutes les manières, c'est de ta faute. Et donc, elle dit, loin de moi l'idée de m'ériger en juge, mais je trouve qu'elle a quand même, malgré tout, un discours assez culpabilisant, même tout en disant, ah, vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez, mais en même temps, elle dit, ouais, mais en fait, la bonne solution, c'est de revenir au naturel. Et alors, ce qui est rigolo, c'est, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est, donc ça, c'était page 114, mais page 115, euh, il y a un rituel, parce que de temps en temps, elle donne des petits rituels quand même, il y en a pas assez à mon goût, mais là, il y en a un. Et, et donc, c'est se reconnecter à sa féminité avec un parfum naturel. Et c'est comment faire un petit parfum que tu vas mettre sur tes zones de chakra sacré. Et donc, c'est dans une huile de base, tu vas mettre plein d'huiles essentielles. Et je suis vraiment quelqu'un d'un peu méchante quand même, parce que j'ai fait la liste des huiles essentielles sur Amazon, plus j'ai rajouté une huile de base, genre de jojoba, et j'ai fait le calcul. Et donc, ce rituel nous coûte un total de 115 €, ce qui est vachement plus coûteux que ma pilule qui est remboursée par la sécurité sociale. Non, mais passons au troisième chapitre parce que il est assez lié quand même finalement à ce côté assez naturel et tout ça. C'est retrouver l'équilibre entre son féminin et son masculin sacré, qui est un peu une critique totalement classique qu'on fait du concept de féminin sacré, même indépendamment de ce livre, qui est que le féminin sacré est extrêmement essentialiste. Il y a un côté où elle fait référence à des stéréotypes de genre et elle ne les traite pas comme étant des stéréotypes de genre, mais comme des vérités liées à notre nature, soit féminine, soit masculine. L'homme, il est dans l'action, il est guerrier, la femme, elle est plutôt passive. Et c'est vu comme une sorte de vérité naturelle, en fait. Toutes les énergies sont vraiment vues tout dans cette dualité. Enfin, toutes les énergies, toutes les énergies, tous les événements, tous les comportements sont vus comme étant dans cette dualité masculin-féminin. Et en soi, vous voulez avoir des énergies autour de vous, mais aucun souci, bien sûr, je respecte votre spiritualité. Mais pourquoi faut-il obligatoirement que ce soit masculin-féminin? Et surtout, franchement, un truc trop bizarre avec ce livre, c'est que ça donne cette impression qu'être un homme, c'est génial. Franchement, tu te dis genre, enfin, c'est un livre sur le féminin sacré, mais moi, j'en suis ressortie avec l'idée que je voulais être un mec, en fait. Activer et honorer son masculin sacré implique plusieurs aspects très positifs. Plus de confiance en soi et d'affirmation de soi. Plus d'aisance avec la pensée critique et analytique, ainsi qu'avec l'objectivité qu'il le faut. Plus d'équilibre émotionnel et de clarté mentale. Plus de connexion avec son guerrier intérieur de manière saine et sans violence. Plus de facilité à poser ses limites, à dire non, à se respecter. Plus de volonté et de discipline pour réaliser ses rêves. Et bon, après, j'ai un podcast de critique littéraire, donc évidemment que tu me dis plus d'aisance avec la pensée critique, et je suis là genre, oui, c'est ça que je veux. Non, mais je pense que c'est une absence de côté critique qui est justement portée sur ce côté masculin-féminin. C'est vraiment très binaire que de penser que l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action. Et d'ailleurs, quand elle parle du cycle, elle dit qu'au moment de l'ovulation, et tu le relevais quand on préparait le podcast, que l'ovulation était le moment où l'énergie masculine était à son pic, parce que c'était le moment où on était dans l'action, dans l'envie de faire des choses. Je ne lie pas mon envie de faire des actions à un côté masculin sacré quel qu'il soit. En fait, c'est rigolo, ça me fait penser à... Récemment, j'ai écouté un épisode de 4 quarts d'heure où l'une des... Donc, elles sont 4 dans ce podcast, et elles sont toutes genre journalistes, DJ, écrivaines, enfin, elles font 3000 trucs, tu vois, c'est un peu des slasheuses indépendantes et tout. Et l'une des 4 disait, ah, moi j'aime bien la notion de féminin sacré parce que c'est accepter son côté passif, accepter son côté repos. T'as cette impression que c'est un discours qui est là pour valider
des femmes fatiguées. Je peux bien voir une femme qui a un boulot, 2 enfants, qui galère au taf et qui est très fatiguée, lire ça et se dire oui, j'ai le droit de me reposer car il y a une transcendance, il y a un féminin sacré qui me dit qu'il faut que je me repose, donc j'ai le droit de me reposer, tu vois. Et donc c'est un peu comme ça que je le vois aussi, tu vois, que ça permet à des gens qui ne s'autorisent pas certaines choses de s'autoriser certaines choses. Le problème, c'est que par exemple, dans le cas de, pour revenir à cette histoire d'analytique, d'esprit critique, et ben tu peux rapidement, enfin, l'autrice pourrait rapidement me dire, ah, toi qui critiques mon livre, c'est parce qu'il y a un problème d'équilibre dans tes énergies et tu es trop masculine et donc tu n'es pas authentique dans tes énergies. C'est aussi, je trouve, la notion de féminin sacré comme étant une notion intuitive, non analytique, non sceptique. Ça permet un peu d'endoctriner les femmes d'une certaine manière, parce que tu leur dis, ah, il faut que tu te reconnectes avec ton féminin sacré et que tu laisses tomber ton scepticisme. Bien, Après, dans cette partie, elle explique aussi des choses qui sont, je le pense personnellement, très vraies. C'est-à-dire qu'il faut que les hommes reprennent contact avec leurs émotions, que les hommes ont aussi un travail à faire, que nous, on a un travail à faire en tant que femmes sur justement s'affirmer, se mettre en avant, etc. La seule chose que je critique, c'est vraiment ce côté très, très essentialisant que tu décris. Et par ailleurs, petit aparté, il y a un ensemble d'exemples de masculinité bienveillante qu'elle donne. Je suis allée tous les checker. Ce ne sont que des coachs de vie et de bien-être. Voilà. Donc, si vous voulez être un homme qui est en phase avec son énergie féminine bienveillante, je pense que votre seule solution est de devenir un coach de vie slash bien-être. Voilà. ouais, devenez tous gourous. Ce sera un bon titre de livre, en vrai. Bref. Est-ce Exactement, que je tous te gourous. propose de passer au dernier chapitre qui s'appelle Guérir les Ouais. blessures féminines? Parce que, en fait, là, les 3 premiers chapitres, c'était pas mal sur des histoires de constats, elle donnait quelques solutions, mais voilà, c'est à peu près tout. Genre, ne plus prendre sa pilule. Et là, dans Guérir les blessures féminines, elle donne plein d'outils pour guérir les blessures féminines. Il y a plein de choses. Il y a respiration et méditation de l'utérus. Il y a les cercles de femmes, il y a changer son discours interne, la connexion avec son enfant intérieur, célébrer ses succès, mettre fin au jugement, booster son énergie grâce au mantra traditionnel, se réapproprier son corps et sa sexualité, se reconnecter à sa sexualité grâce à la masturbation, se soigner grâce aux huiles essentielles, arrêter d'avoir peur de déranger, redevenir sorcière et devenir guérisseuse, réaliser ses intentions grâce aux cristaux. Là, je vais un peu faire référence à ce que j'ai lu dans l'essai de Thierry Jobard, qui est la notion de marché de l'ésotérisme. L'idée étant que avant, je vais reprendre le même typologie que José Anne, avant on avait des religions bien structurées, et donc tu rentrais dans, je sais pas, le judaïsme, le catholicisme, etc., etc., et ben on te donnait un rite, des rituels, des idéaux, et puis voilà, tu t'appliquais ça un peu en bloc. Là, il y a cette idée que tu vas faire ton marché, et tu vas te créer ta propre petite religion toi-même. D'ailleurs, il y a un passage où elle t'explique comment faire ton hôtel, et elle te dit pas exactement ce qu'il faut mettre dessus, elle te donne un peu le choix disponible, que tu vois, quel type de choses tu pourrais mettre dessus. Et c'est un peu une bonne image de comment elle voit la spiritualité, où tu vas aller par-ci par-là, hop, 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 te prendre des petits trucs qui résonnent avec ton ressenti, avec ta spiritualité interne. Et Ouais. ça, ce marché de l'ésotérisme, c'est littéralement un marché. Littéralement, il faut que tu achètes des trucs, en fait. Oui, c'est littéralement un marché dans lequel tu empruntes à la culture que tu veux, dans lequel tu prends l'objet que tu veux. À un moment donné, elle parle d'une lampe rose, de sel rose de l'Himalaya, pardon. Ça donne un peu l'impression que c'est un joyeux fourre-tout. Et il y a un petit contexte, on en parlait tout à l'heure, mais d'appropriation culturelle, où elle parle à un moment donné, par exemple, des rituels de purification qui peuvent se faire avec de la sauge blanche, du palo santo ou de l'encens. Et la sauge blanche, elle dit qu'il s'agit d'une tradition des Premières Nations américaines qui avait cette coutume qu'on leur emprunte. Et c'est un peu ce qu'on fait partout dans cette partie. On emprunte des choses à toutes les spiritualités, à toutes les religions qu'on veut, avec un côté mercantile dont tu parlais,
Et c'est un peu étrange. Peut-être que c'est parce que j'ai pas les bonnes références de cette spiritualité, et peut-être parce que moi j'ai des références d'une religion très très structurée catholique, qui n'échappe pas au côté mercantile, hein. On a la quête, on a le don fréquent, enfin il y a un côté très mercantile dans la religion évidemment catholique. Mais après, la distinction que je ferais, parce que tu parles de, oui, il y a des notions mercantiles aussi dans le catholicisme, je pense qu'il y a une différence que je ferais qui est, dans toutes les religions, qu'elles soient organisées ou désorganisées, il y a une notion de service spirituel. Genre, tu payes et en échange, tu peux aller à une messe et donner à la quête, mais tu peux aussi aller à la messe et juste passer le petit sac et le donner à ton voisin, tu vois. Alors que Oui, il là, y a ce une qui est un notion peu de choix. différent avec par exemple Witch, avec tous ces trucs. Alors Witch, c'est sa plateforme pour devenir sorcière. Plateforme, oui, c'est ça. Tout ce qui est les retraites, tout ce qui est l'achat de cristaux, ce genre de choses, tout ça, il n'y a pas de notion de don, tu vois. C'est une notion d'achat. Tu achètes un service et en échange, tu reçois, enfin, Inch'Allah, tu reçois quelque chose en retour. Là, ce qui est un peu énervant, c'est que tu as cette impression que déjà, c'est très donnant-donnant, comme on peut le retrouver dans d'autres religions, notamment dans le shintoïsme, tu as pas mal cette notion de donnant-donnant. Et ça m'a un peu énervé, ou dans le sens où t'as pas de notion de don. Et alors c'est rigolo, parce que la générosité, la charité, s'il y a bien si on doit assigner un genre à la charité et à la générosité, c'est plutôt un genre féminin. Enfin, de manière très stéréotypée, je dirais que la femme est vue comme quelqu'un de généreux et l'homme comme quelqu'un d'égoïste. Évidemment, je parle de stéréotypes ici. Et là, ce qui n'existe absolument pas dans tout le livre qui parle pourtant du féminin sacré, c'est la notion de charité. C'est-à-dire que, même charité au sens non chrétien, hein, juste donner de sa personne pour sa communauté ou pour quelqu'un qui en a besoin, tu vois. Et c'est trop bizarre parce que Mm. franchement, la notion de charité, elle est au cœur de tellement de religions. Et là, elle est totalement absente. Et à l'inverse, il y a une notion un peu de, il faut prendre soin de soi, il faut être un peu égoïste, il faut mettre de l'huile sur sa peau, il faut faire des méditations, tu vas être toute seule. Et quand il y a des cercles de sociabilité féminin, c'est pour booster ta confiance en soi, enfin ce genre de truc. C'est marrant comment ce marché, enfin tu parlais d'appropriation culturelle. Moi je suis toujours un peu mal à l'aise vis-à-vis de ce terme parce que tu sais jamais vraiment. Enfin, tu vois, parfois juste les gens font preuve d'ouverture d'esprit et sont intéressés par d'autres cultures. Et là, je dirais pas que c'est le cas. Parce que déjà, il y a aucune source. Mm. Par exemple, elle parle de chakra, à aucun moment elle parle d'Inde ou d'hindou ou d'indien, tu vois. C'est vraiment un marché, c'est pas vu comme étant une possibilité de s'ouvrir à l'autre et de découvrir et d'aller au-delà de sa culture à soi pour un côté bénéfique de manière générale pour grandir en tant que société. Non, c'est vraiment juste un marché dans lequel on prend pour s'améliorer soi-même en tant qu'ego et en tant qu'individu. Je vais rebondir là-dessus. Ah bah, justement, ce qu'on perd aussi par rapport à d'autres types de spiritualité ou d'autres types de religions, c'est aussi le sentiment de communauté. Et moi, un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, on était tout le temps seul face à soi-même et que dans cette partie, toutes les solutions qui peuvent être mises en place pour lutter contre la rupture des énergies, le patriarcat et le trop-plein d'énergie masculine toxique, c'est uniquement des solutions individuelles qui vont se centrer sur nous et renou. On parlait lors de la préparation du côté un peu féministe de ce bouquin où on sent qu'elle a envie de donner des solutions pour lutter contre cette différence homme-femme, contre des problématiques qu'elle a observées, qu'elle a notées, qui sont justes, mais ce sont des solutions qui sont dépolitisées au sens où bah il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de discussion, il y a juste des rituels devant un autel, des cristaux. J'étais en train de relire les passages sur les cercles de femmes en me disant, est-ce que là-dedans, en fait, il y a quelque chose qui nous contredit, nous, tu vois, genre, est-ce que quand elle parle de comment on organise... En fait, tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'elle donne pas de sujet. Il y a un passage qui dit comment se retrouver en communauté et de créer des cercles de femmes. Mais ces cercles de femmes sont là juste pour exprimer des problèmes qu'on a et des émotions, écouter les autres dans leurs émotions, dans leurs ressentis, mais à aucun moment il y a
une notion d'organisation et de solution de type on va mettre en place une certaine forme de solidarité, une certaine forme de charité les unes envers les autres. C'est là où je te rejoins en disant oui, il manque quelque chose de politique, mais pas au sens politisé, mais au sens dans la cité, quoi, en sens société. Il n'y a pas de réponse sociale derrière tout ce flot d'émotions, quoi. Il y a un moment donné où elle parle de cercle de femmes et on n'a pas le droit d'intervenir contre une autre personne. Enfin, pas contre une autre personne, mais quand une personne s'exprime. Il n'y a pas de discussion qui est prévue. C'est vraiment juste un flot ininterrompu d'expression. Mais je pense que ça fait un bon point pour ce dont je voulais parler à la fin de cet épisode, qui est sur Ouais. justement l'autrice de ce livre. Parce que on a choisi ce livre pas tant pour l'autrice que pour ce système d'édition qui pousse comme ça des autrices comme Josiane Sarrazin-Côté, mais comme plein d'autres en fait. Et il se trouve que avant de préparer cet épisode, je suis allée voir qui était cette femme et qu'est-ce qu'elle était devenue depuis 2019. Et en fait, depuis 2019, elle a été diagnostiquée par une maladie assez grave, un handicap très grave, qui est la sclérose en plaques. Et elle le dit dans son blog et sur son compte Instagram, elle a perdu la vue et je crois qu'elle a perdu beaucoup de mobilité. Donc, j'ai été très malheureuse de savoir ça parce que, évidemment, j'ai pas trop aimé son livre. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais j'étais un peu tristoune, en partie parce que je me dis, genre, de toutes les personnes à qui je voudrais pas que ça arrive, c'est encore plus triste de voir que ça arrive à quelqu'un qui a la foi, tu vois. Quelqu'un qui, justement, a fait tellement d'efforts pour prendre soin de soi et là, elle est face à un handicap qui est très dur. Donc, j'étais très triste d'apprendre ça et donc j'ai relu un peu son blog, enfin j'ai lu ses derniers articles de blog et j'ai été très surprise parce que son blog dit des choses très différentes que le livre qu'on vient de lire. Elle parle de sa souffrance, elle parle du bien-être. Et donc je voulais un peu conclure cet épisode en lisant un autre texte de Josiane Sarrazin-Côté qui montre un peu sa progression. Le premier texte ça s'appelle les cadeaux insoupçonnés de la souffrance. Et dans ce texte, elle dit: le New Age, la loi de l'attraction, le développement personnel et compagnie nous font souvent croire que souffrir n'est pas normal, ce serait le résultat de notre basse vibration, nous aurions attiré nos malheurs. Ou peut-être traversons-nous une nuit noire de l'âme ou un retour de Saturne. Dans tous les cas, ces excuses détournent notre attention de la situation et nous font croire que c'est mal et qu'il faut s'en sortir le plus vite possible à coup de pensées positives pour retrouver notre haute vibration. Alors c'est intéressant parce qu'elle dit le New Age, la loi de l'attraction, le développement personnel, donc elle pointe du doigt des choses, mais elle pourrait un peu se pointer du doigt elle-même, parce que c'est un peu ce qu'elle dit dans ce livre, notamment sur les règles, les douleurs liées aux règles. Mais je trouve ça intéressant comment elle s'est un peu remis en question et comment elle remet en question cette partie-là. Après, un autre article qu'elle a écrit qui s'appelle « Quitter le bien-être pour être bien ». Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'industrie du bien-être et de la grosse machine à argent qui est le domaine de la guérison. Je n'ai surtout pas la prétention de croire que je détiens la réponse. Je peux seulement vous partager mon expérience. J'espère simplement que cet article vous aidera à trouver ce qui fonctionne pour vous tout en activant davantage votre clairvoyance. Je ne me suis jamais aussi bien sentie que lorsque j'ai rompu avec toute cette industrie. Quitter le bien-être pour être bien, voilà. Parce que c'est une industrie, ne vous leurrez pas. Bien sûr, il y a des gens honnêtes qui font leur travail pour les bonnes raisons, mais il y a une méchante grosse gang. Ah, je crois que ça doit être une expression québécoise. C'est une expression québécoise. Gang. Ok. Qui fait fortune sur le dos du mal-être des gens sans leur apporter de réels résultats ni même de réconfort. Mon article aujourd'hui n'est pas pour cracher sur les gens, mais pour vous inviter à plus de discernement et de clairvoyance, comme dit souvent mon amie Rose. Alors c'est marrant le mot clairvoyance. Oui, elle parle pas de recul, elle parle pas de scepticisme ou quoi que ce soit. Elle a vraiment encore un discours qui emprunte des mots au New Age. C'est marrant. C'est un peu ce que dit Elisabeth Fetty dans Méta de choc, c'est que c'est pas un parcours qui est genre d'un seul coup tu romps avec des anciennes croyances. Et je pense que ça rejoint ce qu'on avait dit lors de la préparation, c'est que pour nous, la problématique, c'est pas l'autrice ni rien. Son propos, il est sien et c'est sa spiritualité. La problématique, c'est vraiment le système d'édition que tu présentais au début du podcast,
qui va propulser ce genre de choses au même niveau qu'un livre de cuisine, qu'un livre de sport, qu'un livre de nutrition, et qui va du coup potentiellement faire mettre le doigt à l'engrenage de gens qui après vont se culpabiliser, s'essentialiser, parce qu'ils ont en plus pas eu le recul de voir la personne d'elle-même faire un chemin et qui vont s'arrêter à un bouquin qui va rester dans leur bibliothèque pendant des années. En fait, je pense que l'une des raisons pour laquelle j'ai bien aimé cet article, c'est que je me dis qu'au moins, elle est pas en train de se culpabiliser avec genre la pensée Complètement. positive et tout ça, tu vois. Au moins, elle est pas dans cet engrenage-là et qu'elle a peut-être une philosophie ou des croyances qui sont peut-être plus douces pour elle, tu vois, que cette Ouais. pensée positive qui, paradoxalement, est souvent peu positive. Après, si je peux apporter un tout petit peu de nuance, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance dans des parcours médicaux qui ne les reconnaissent pas. Mais si ce genre de bouquin a aussi un tel écho, c'est que le parcours médical, pour certaines personnes, je parle notamment des personnes avec de l'endométriose, puisqu'elles parlent des règles, il est extrêmement dur, il est extrêmement condescendant, il n'est pas facile à aborder et que tout n'est pas tout blanc non plus de ce côté-là non plus. Les parcours médicalisés veulent pas forcément dire que tout va bien se passer. Non, c'est sûr que tout ce marché de l'ésotérisme et du développement personnel s'engouffre dans, je pense, une erreur, une faute de la part du domaine médical qui est de sous-évaluer l'aspect psychologique du parcours médical et des maladies en particulier, tu vois. En particulier quand ces maladies où c'est... Même moi, je pense des choses non... Enfin, médicales, mais non malades, c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement, sont particulièrement maltraités dès qu'on est une femme. Et donc, à partir de là, s'engouffre un peu ce type de littérature en mode non, non, mais moi, je vous écoute, je te valide, je pense que tu es quelqu'un de bien et de bon et de divin. Et donc, évidemment que ça parle à plein de gens, mais je pense pas que ça soit la Tout à fait. solution en tout cas. Est-ce que Juliette, tu as un livre à nous conseiller pour conclure cet épisode? Oui, j'en ai 2. Le premier, c'est si ça vous intéresse les communautés de femmes dans le passé et ce qui a pu exister et notamment, au Moyen Âge, il y a La Nuit des Béguines de Aline Keener, qui est un excellent livre écrit par une historienne qui connaît très, 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 très bien son sujet et qui parle notamment de communautés de femmes à une certaine époque qui étaient à la fois reconnues par l'Église et à la fois vues étrangement. Et ce pourquoi je le recommande, c'est, dans le bouquin, on a parlé des sorcières, elles ont notamment fait l'objet d'une certaine chasse aux sorcières et là, il y a une vraie réalité historique qui est extrêmement intéressante à lire. C'est bien écrit, c'est bien fait, franchement, allez-y. Le deuxième bouquin, c'est un bouquin qui m'a énormément parlé ces dernières années. Ça s'appelle Désirer à tout prix de Tal Madesta. On parle énormément de sexualité et de tout ce qu'il faut faire pour se reconnecter à sa sexualité dans le féminin sacré. Et là, c'est un bouquin qui interroge le fait même de tout considérer via le prisme de la sexualité dans nos vies, dans nos sociétés. C'est un essai extrêmement facile à lire, d'une accessibilité folle, qui est un travail fantastique du journaliste qui l'a écrit, que je trouve absolument génial et qui devrait être dans toutes les bibliothèques. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme nous l'avons dit au début de l'épisode, nous faisons ce podcast par pur altruisme, donc n'hésitez pas à nous donner des idées de livres pour nous torturer pour votre plus grand plaisir. Vous pouvez nous contacter sur notre compte Instagram @torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt!